Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La parenthèse saison 2 sera mise tout à l'heure entre parenthèses pour céder place à la nouvelle saison de 5 sur 7 matin. Mais avant, aujourd'hui, c'est le bouquet final et on continue par vous informer de l'information dans du divertissement ensemble. Nous l'avons fait depuis un peu plus d'un mois et aujourd'hui encore, le rituel sera le même. Vous retrouverez vos rubriques comme d'habitude et santé continue par s'intéresser, on va dire, à l'allaitement maternel. Vous le savez, c'est la semaine de l'allaitement maternel. On vous apprend tout sur quand et comment couper le lait maternel à l'enfant. On a commencé hier, on va l'achever aujourd'hui avec notre lieutenant-colonel devenu entre-temps un parenthésiste confirmé. Oui, il nous a apporté les ingrédients pour son baptême du feu. Et désormais, c'est un parenthésiste confirmé. Le talk s'intéresse aujourd'hui aux relations à distance. Êtes-vous pour ou contre les relations à distance? Est-ce que cela est fiable et peut-on construire une relation durable en étant loin l'un de l'autre? Installez-vous, la parenthèse est ouverte et on démarre tout de suite. Comme vous le savez, c'est la minute de l'humoriste. Sinon aujourd'hui, le show de Pipi Pipi Obaro pour le bouquet final. Papa, papa, il est 10 heures. Il y a quoi? Il est 10 heures. Il est où? Dégagez! Regardez, c'est fini. Quand il va bien encore, mais c'est pas le nez qui pour dire. Réelou? Non, non, il faut forcer, il faut mien. Hein? Est-ce que je t'ai dit de me réveiller là? Le plat est déjà changé. Ça veut dire quoi? Hein? Tu vas me réveiller comme... Papa Miou, fais-moi dormir, pardon. Viens. Qu'a-t-elle fait de si grave et si Fais-moi dormir là. Comment il va te faire? Fais-moi dormir. Qu'est-ce qui se passe? Papa Miou. Non, écoute ici. Papa Miou, qu'est-ce qui se passe? Tu as quoi? Non, calme-toi. Papa Miou, je suis là. Papa Miou, calme-toi. Il a commencé. S'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me réveiller pourquoi? Tu vas me réveiller pourquoi? Eh mais c'est pas toi-même qui a commandé de te réveiller là. Mais j'ai dit ça, mais le programme a changé. C'est moi, dans mes sommeils, là, ce que je suis là. Lui, elle ne sait pas. Je n'ai pas entendu. Ce qui se passe J'ai dans vu, ton sommeil. dans mes sommeils là, j'ai vu les mamans avec et monsieur. Et monsieur l'a pris. Au moment où ils ont rentré dans le restaurant, c'est ce moment-là que c'est Nigruni, maman, Non, écoutez. m'a réveillé. Papa Miou, on passe. Elle Non, a s'il te plaît, on parle plus posément. Si je comprends bien. Non, écoute. Mais là, tu viens de me parler d'un rêve. Ce n'est pas un rêve là. Qu'est-ce que tu dis? Maman Miou se trouve au dehors en train de trier de maïs là. Elle est au dehors là. Elle n'est pas sortie. Maman Miou est toujours là, non? Jamais. Hier soir, mon meilleur. Maman Miou. Je la vis avec mes propres yeux comme ça. J'ai l'impression que, Papa Miou, tu as un problème. Non, je n'ai pas de Tu problème. as un problème. C'est Dieu qui est en train de me montrer ce qui se passe à l'ombre. La voilà. Tu as déjà changé, tu es revenu, tu as déjà changé tes habits. Je t'ai vu tout à l'heure avec un monsieur. Je t'ai vu avec un monsieur tout à l'heure. Et je vous ai suivi. Je vous ai suivi jusqu'à l'entrée de restaurant. Le monsieur géant là. Regarde ce qu'il raconte. Mais Papa Miou, on dirait que tu délies là. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu racontes des conneries. Comment tu vas rêver et tu prends tout ça là comme une réalité et tu soupçonnes ta femme? Tu es sûr qu'elle n'est pas sortie? C'est quoi ça? Je suis allée ce matin déjà. Mais je vais voir. Et moi, tu as gardé le nez. Regardez, Maman Miou, ton mari là, il a un problème. Vous devez faire une consultation. Il a un problème. Il fait des zanzans dîner. Elle a fait, comment ça s'est passé? Elle a fait. La fin de quoi? Quel fait? Il faut mon gaucher, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, il continue de. Je ne sais pas. Un
rêve devient une réalité désormais, c'est ça? Ce qui se passe à Rome, c'est ça que Ou bien, Dieu me ma montre. mamie, ou c'est toi qui l'as envoûté? Là, je ne comprends plus rien de vous là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien aussi. Je ne Le comprends monsieur rêve et il prend ça comme une réalité. Là, ça l'énerve. Dieu m'a montré. À ta vie, Ma soeur, faut me dire de que quoi les parle-t-il concrètement? C'est qu'il a rêvé. Et dans le rêve, il t'a vu avec un monsieur et vous êtes entré dans un restaurant. Et tout aussi. À peine, Mira est venue le réveiller. Donc il n'a plus suivi le rêve. Non, jusqu'à c'est la lui, fin. c'est lui qui a envoyé. Lui, ça donne- C'est lui qui a envoyé Mira de m'empêcher parce que de ne plus les suivre. C'est ça, c'est son complot. Ouais, N'est-ce pas toi, papa? Mais je vais te trapper main à main dans le sac comme ça. Mais là, j'ai les mots de tête, quoi. Je ne comprends plus. Il n'est pas bien. Ton mari n'est plus bien. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Minimum prière d'exorcisme minimum. Vous faites à colac avec le monsieur. Où? Dans la voiture. Je ne sais même plus quoi. Mi black colac, ouais. Hein? Mi black colac, à colac de l'autre, mi black colac de. Hein? Vous avez embrassé. À ta vie, On va Je faire pense quelque que, chose, oui. c'est sérieux. Hein. Ça devient très C'est ça, je sérieux, dis. là. Ne donnez pas solution de l'autre. Et on a plein de couilles. On a plein de couilles. Ça va roter à ton mec. Je vais gérer. Papa, Je vais gérer. papa. Ta femme est là, s'il te plaît. Papa. Elle n'est pas sortie. Non, mais elle n'est pas sortie. Voilà. Elle est J'étais restée là à faire le ménage. Je ne suis pas sortie. Je te jure. Là où les gens en Wegbe, il y a dit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sortie. Et toi, hein? Ouais, Nakwadje, c'est quoi la chose? Alors, nous avons un Ndeno tchewe. Et ses yeux sont devenus rouges. Il a pris ça au sérieux. Donc, il a un problème. Pardon, je t'aime. Yo. Je t'aime à la folie. Sans toi, je ne saurais vivre. Pardon. Ne fais pas ça jamais. Pardon. Hein? Chupita. Chupinto. Chupinampo. Chupinta. Eh oh, mon donne-moi ta langue. Ben, tiens, Romain, imbécile. Ça commence par les disputes et ça finit par un pardon. Mylène Fanou est déjà en plateau avec moi. Mylène, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Et puis Yobaro qui finalement fait son mea culpa. Oui, la plupart du temps ça finit souvent comme ça. Il en a donné du vertige à sa À femme. sa femme, oui, oui. Il a Mais, bien matérisé, Elle est habituée, elle sait à quoi s'attendre, elle connaît son homme, donc n'est-ce pas? elle fait ce qui va avec la plupart du temps. N'est-ce pas? Oui. Allez, avec toi on installe le plateau Santi. Et Santé continue par s'intéresser à l'allaitement maternel. Quand et comment sevrer l'enfant? Parce qu'on le sait, c'est une mission assez compliquée, assez difficile, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. On parlera également de la diversification, puisqu'il s'agit aussi de ça. Bonjour docteur. Bonjour Mylène. Lieutenant-colonel Romuald Daïtchéou Boton. Vous allez bien? Oui, ça va. Entre-temps devenu parenthésiste, Ouais. vous êtes content? Ouais, c'est pas mal. Vous avez amené l'essentiel pour Ouais, j'ai l'occasion amené le fétiche. qu'il faut. Alors, déjà, là, on commence par la diversification. Qu'est-ce que c'est? Alors la diversification, c'est en gros l'introduction progressive entre 4 à 6 mois d'un autre aliment autre que le lait maternel. Il faut dire qu'entre 4 à 6 mois, ou lorsque l'enfant atteint 6 kilos, en fait, le lait maternel ne suffit plus. Donc, en fait, il faut apporter autre chose que le lait maternel pour pouvoir permettre, en fait, à l'enfant de continuer sa croissance. 4 à 6 mois. 4 à 6 mois. Voilà. Et le sevrage, alors? Alors, le sevrage, c'est un thème qui me plaît bien parce que le sevrage est à l'origine, en fait, de la pédiatrie. Je ne sais pas si beaucoup de pédiatres le savent. En fait, avant, l'allaitement se faisait jusqu'à 4 ans, 5 ans, comme je vous l'ai dit auparavant. Mais il se trouve qu'au début du 19e siècle, il y a eu en fait l'arrivée
des laits infantiles, Oui. des laits artificiels. Et la pédiatrie avant, c'était dans la médecine générale. Et donc, les premiers médecins ont dit, ah ben, comme les laits infantiles sont là, allez, hop, on peut arrêter l'allaitement maternel un peu plus tôt et commencer par donner du lait artificiel aux enfants. Parce qu'on permettait au moment en fait, d'aller au boulot et on leur permettait en fait, de pouvoir sevrer beaucoup plus rapidement. Oui. Et on s'est rendu compte en fait, qu'il y a eu beaucoup de décès. Et beaucoup de décès. Et là, D'enfants? oui, beaucoup de décès d'enfants. Et on s'est dit, ah ben, est-ce qu'on n'a pas commis une erreur? Et là, la pédiatrie en fait, a commencé par devenir une spécialité à part entière pour pouvoir en fait, trouver une solution pour endiguer en fait, le problème de décès. Et donc, en gros, le sevrage, en fait, vient du mot séparer. Séparer, en fait, c'est séparer le lait de la mère de son enfant. Voilà. D'accord. Et ça intervient quand? On l'applique à quelle période? Alors, en gros, il y a 3 types de sevrage. Il y a ce qu'on appelle le sevrage naturel. Il est initié par l'enfant. C'est l'enfant qui spontanément se lève et qui commence par progressivement refuser en fait le sein de la maman. Et il y a ce qu'on appelle le sevrage planifié, qui est initié par la mère. C'est la mère qui, de façon progressive, commence par introduire autre chose et commence par couper progressivement le sein qu'elle donne, tout en introduisant d'autres aliments pour pouvoir compenser. Et il y a ce qu'on appelle le sevrage d'urgence. C'est-à-dire la mère tombe malade ou bien l'enfant a une maladie ou une pathologie qui l'empêche de pouvoir téter. Et donc, du coup, on est obligé de ne plus le donner à téter. C'est le sevrage d'urgence et de compenser par autre chose. Mais il y a un piège. Il ne faut pas confondre le sevrage et la grève de téter. La grève de téter. La grève de téter. C'est l'enfant qui grève. Voilà. D'accord. Il faut dire que les enfants, en fait, sont des êtres qui sont très sensibles. Et la grève de téter, c'est lorsque l'enfant, en fait, commence par refuser. La grève de téter, en fait, elle est temporaire. C'est l'enfant, en fait, qui refuse de prendre les seins de sa mère dans des conditions très simples. Lorsque, par exemple, la maman change de parfum, tout de suite... Oui, ça intervient. Si, bien sûr. Quand l'enfant se rend compte que sa maman a changé de parfum, il peut refuser de téter. Donc, si vous ramenez le parfum qu'il aime, il va reprendre la tétée. Si la maman commence pas à avoir ses menstrues, parce que normalement, pendant la période d'allaitement exclusif, elle n'a pas de menstrues. Dès que les menstrues arrivent, il peut arriver que l'enfant commence par faire de la grève de tétée. Si la maman change de savon, il peut avoir la grève de tétée. Si la maman est dans un moment où elle est stressée ou énervée, tout de suite, il peut avoir la grève de tétée. Et donc, la grève de tétée, en fait, c'est temporaire. Lorsqu'on lève, en fait, la levée psychologique ou ce qui a entraîné cette grève de tétée, tout de suite, l'enfant reprend. Voilà, il reprend sa tétée. En clair, les produits cosmétiques de la femme interviennent également. Oui, tout ce qui, en fait, touche le corporel, parce qu'en fait, il faut dire, quand on est petit, on est beaucoup plus sensible, en fait, au niveau du nez. Vous allez voir, quand le bébé naît tout de suite, pour pouvoir reconnaître les seins de sa mère, c'est à l'odeur. C'est le sens olfactif. Voilà, c'est le sens olfactif qui intervient. C'est les premiers organes, en fait, qui sont en premier ligne chez les enfants, c'est l'olfactif et le buccal. Vous allez voir, quand vous donnez quelque chose à un enfant, la première chose qu'il fait, c'est le mettre dans la bouche. Oui. C'est pour pouvoir, en fait, le reconnaître. C'est sa façon de reconnaître. Voilà. Donc, si vous changez tout de suite et que vous changez le goût de quelque chose auquel l'enfant est habitué, ou vous changez l'odeur de quelque chose auquel l'enfant est habitué, tout de suite, l'enfant, il réagit. Les désodorisants à l'intérieur aussi Oui, interviennent. exactement. Ah oui. Vous changez l'odeur de l'environnement de l'enfant, tout de suite, il va faire une grève de tétée. Voilà. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Ça, on le fait quand? À 6 mois, 7 mois, 8 mois? Alors, non, initialement, en fait, la diversification commence entre 4 et 6 mois. Oui. On introduit Ça, c'est la diversification. Elle commence en 4 et 6 mois. On introduit d'abord des aliments liquides. Il faut savoir que tout ce qui est alimentation va de façon progressive. L'enfant, en fait, dans le ventre de sa mère, se nourrissait en fait avec le liquide amniotique. Oui. Il sort, on lui donne toujours quelque chose de liquide, qui est le lait maternel. Et quand il arrive à 4-6 mois, il ne faut pas donner tout de suite des aliments solides. Sinon, tout de suite, vous allez énerver le tube digestif. On commence toujours par des bouillies. Ensuite,
on introduit des céréales. Ensuite, on introduit des aliments semi-liquides comme des purées ou des jus de fruits. Et Des puis, céréales, qu'est-ce que vous mettez les céréales, en fait, Oui, c'est toujours dans les bouillies, c'est les céréales et les légumineuses. Mais c'est en liquide. Ouais, en quand liquide, même, voilà. oui. En liquide, en sorgho, voilà. On met en liquide, en bouillie. Oui. Et après, on introduit en fait les purées. Et c'est bien plus tard, à partir du 9e mois, qu'il faut commencer par introduire progressivement les viandes. Mais plutôt, ici, on nous dit que c'est bien de faire de la bonne pâte aux enfants. Du crin-crin, Avec du du crin nenouille. aux enfants, exactement. Voilà. Il faut le commencer en fait à partir du 9e mois. Wow. Parce qu'en fait, il faut y aller de façon progressive. C'est très important. Et j'ai pour habitude, en fait, en consultation, de demander au maman souvent, et ça, je ne l'ai pas dit hier, lorsque une maman, par exemple, me dit « je suis constipée », et mon enfant, en fait, mon bébé a fait 2 ou 3 jours sans aller au sel. La première question que je lui pose, « Madame, qu'est-ce que vous mangez? Est-ce que vous-même vous êtes allé au sel ?» Si elle me dit non, il faut savoir que l'alimentation de la mère, en fait, Influe sur- C'est problématique. non, l'alimentation de l'enfant dépend de l'alimentation de la mère. C'est-à-dire que même le lait que l'enfant prend, en fait, c'est en fonction de l'alimentation de la mère. Donc, si elle prend des trucs qui constipent, il ne faudrait pas qu'elle soit étonnée que son enfant soit constipé. Une question qui me vient à l'esprit rapidement. On dit généralement que lorsque vous êtes une femme allaitante, vous prenez de la bière, ça donne de la teneur à votre lait maternel. Est-ce C'est que la c'est bonne vrai? bière, bien frappée. Est-ce que en c'est plus. vrai ou c'est une astuce de grand-mère. grand-mère juste pour prendre de la bière? Non, ce n'est pas une astuce de grand, mais en fait, la bière a a la capacité de contenir ce qu'on appelle le houblon. Ce n'est pas la bière, en fait, en lui-même. C'est la levure de bière, le houblon, quoi. Ce Oui, qu'on prend oui. pour fabriquer la bière, qui est riche, en fait, en produits qui stimulent la production lactée. C'est tout. Donc, ce n'est pas une astuce pour prendre la bière, c'est juste que le houblon contient beaucoup de nutriments qui favorisent en fait la production du lait. Donc, les nourrices la bière à volo. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que si vous prenez de la bière, que vous le voulez ou non, de façon indirecte, vous êtes en train de Donner de l'alcool. Voilà. C'est la même chose que pour le sucre. Il ne faut pas introduire effectivement dans la diversification le sucre aux enfants. Parce que le sucre, il stimule aussi les zones que prennent l'alcool. Quand on prend de l'alcool ou on prend de la cigarette, il y a des zones du cerveau qui sont stimulées, qui font qu'on devient dépendant. Et si vous commencez par donner du sucre très tôt, lors de la diversification à un enfant, tout de suite, vous allez voir qu'en fait, l'enfant va s'habituer au sucre, il va avoir une addiction. Donc, demain, il va devenir diabétique ou hypertendu. Vous voyez? Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment faire attention. Et le sevrage, quand je décide, ou quand j'ai sevré mon enfant, est-ce que du jour au lendemain, je peux décider une fois en passant de lui donner la tétée? Ah, là, c'est une très belle question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le sevrage, en fait, il est progressif. Il faut y aller doucement. La première chose d'abord, c'est d'arrêter les tétées que l'enfant n'aime pas. Vous allez voir spontanément dans une journée, une maman remarque toujours, il y a des tétées que l'enfant n'aime pas. Ce sont ces premières tétées-là d'abord qu'il faut arrêter pour les remplacer Que par... l'enfant n'aime pas. Oui. On lui donne Le matin, vous allez voir, quand un enfant se réveille spontanément, il aime téter parce qu'il a besoin de ce premier contact. La nuit, pour dormir, ce sont les tétées qu'il préfère aussi le plus parce qu'il a besoin de ce contact pour être rassuré pour dormir. Mais entre le matin et la nuit, il y a des moments où l'enfant il fait sa petite grève de tétée, quoi. Il boude un peu. Voilà, il boude un peu. Et donc, ce sont ces moments-là qu'il faut choisir de façon... Il faut enlever pour pouvoir d'abord. introduire autre chose. Soit un lait artificiel en fonction de son âge, soit une alimentation semi-liquide ou solide en fonction de son âge. Voilà. Et progressivement, on commence par faire ça et on commence par espacer le temps qu'il prend. De temps en temps, on le laisse jusqu'à ce qu'il ait lui-même faim pour pouvoir réclamer. Vous voyez, on lui propose de moins en moins de sein. Et c'est ce qui est conseillé. À partir de 18 mois, on peut commencer déjà par progressivement faire le sevrage pour l'arrêter vers 2 ans. Sinon, on peut commencer idéalement à partir Le de 2 sevrage ans. il y a 2 ans, c'est pas tard? Non, c'est pas encore tard. Pas du tout tard. C'est même conseillé, en fait, en moyenne dans le monde, c'est conseillé de commencer le sevrage à partir de l'âge de 2 ans. De 2 ans. Parce qu'à partir de 2 ans, on suppose en fait qu'il a
toutes les dents qui sont capables de pouvoir mastiquer, Casser, briser des os. voilà. Mais il y en a qui rejettent déjà les seins plus tôt. Hein. C'est ça justement Oui. qu'on appelle le sevrage naturel. Naturel. Voilà, c'est ça le sevrage naturel. L'enfant, spontanément, il dit, je ne veux plus du sein de ma maman, donc je veux passer à autre chose. Que dites-vous de l'usage de la tétine? L'usage de la tétine, alors, il y a un hic à cela. Je n'ai rien contre la tétine. Hein. En fait, l'usage de la tétine, c'est juste pour pouvoir, en fait, c'est pour pouvoir calmer l'enfant. Mais qu'on le veut ou non, lorsque on s'habitue à quelque chose, on a du mal à s'en séparer. Et vous allez voir, il y a des enfants, quand ils commencent par utiliser la tétine, ils continuent de l'utiliser même pour l'amener à l'école, à la maternelle. Et du coup, on n'arrive pas à le séparer de sa tétine. Et c'est la même chose comme lorsqu'on suce les doigts. Le pouce. Lorsqu'on suce le pouce, ou parfois certains, c'est les doigts. Il faut éviter ça parce qu'en fait, ça change la morphologie des dents. Ok. Voilà, parce que l'enfant, si les dents commencent par pousser, en commençant par utiliser la tétine, ben, il va tellement être habitué à sa tétine qu'il va en fait limer une partie de ses dents. Mais la tétine pour calmer un enfant pendant qu'il est en sevrage, voilà, qu'il est stressé ou bien qu'il est angoissé, ça, il n'y a pas de souci. Mais lorsque ça devient une habitude, en fait, à chaque mouvement, on met la tétine dans la bouche de l'enfant, là, ce n'est pas bon. Voilà. Est-ce qu'un enfant peut avoir un autre lait maternel à part celui de sa mère? Vous me rappelez une histoire que j'ai vécue à Lyon. À Lyon, oui, en France. En France. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on appelle les frais de lait? Les frais de lait? Oui. Non. Alors, c'est deux enfants qui ont été en fait le même lait, mais sans être en fait des frères de même famille. Ok, les frères de Les lait. frères de lait. Ok. Alors, vous savez, chez les Européens, la maman vient, elle tire son lait, elle met son nom là-dessus, dans les services de néonatologie, elle tire son lait, elle met son nom là-dessus, et puis elle part. Et ce sont les infirmières puéricultrices qui sont chargées en fait de pouvoir donner le lait à l'enfant. Et il se trouve qu'il y a une maman musulmane qui a tiré son lait, qui a déposé, une autre maman qui n'est pas musulmane qui a tiré son lait, qui a déposé. Et l'infirmière, comme c'était la même quantité que les enfants avaient le même âge, spontanément, elle a pris le lait d'une maman qu'elle a donné à un autre. Et comme ce sont des gens en fait qui sont très protocolaires, elle est venue spontanément, elle s'est signalée. J'ai fait telle erreur. J'ai donné en fait le lait de tel bébé à tel autre bébé. Elle ne l'a fait qu'une seule fois? Oui, qu'une seule fois. Oui. Et donc du coup, quand les parents sont arrivés, là-bas tout est systématisé. Oui. Donc du coup, on a dit au papa du musulman, il faudrait que tu saches que en fait votre enfant a pris le lait d'une autre maman. Il a dit, il n'y a pas de souci, parce qu'en fait, il n'y a pas de risque. Mais ce qui se passe, c'est que chez les musulmans, un homme n'a pas le droit d'épouser sa sœur de lait. Vous voyez jusqu'où ça va? Oui. Chez les musulmans, si vous avez tété le même sein, vous ne pouvez plus être des conjoints. Donc il a dit, donnez-moi juste le nom et le prénom de la personne qui a tété, qui a pris le lait. Oui. Pour que plus tard, je Wow. puisse laisser ça dans mes archives. Si plus tard, il arrive que mon fils aille vers cette fille, que je puisse dire, ah non, ce n'est pas possible que vous puissiez être ensemble parce que vous êtes des frères de lait. Rien qu'une fois. Hein? Rien qu'une fois. Voilà. C'est pour vous dire qu'en fait, même les mamans qui ont déjà accouché une fois, si par hasard leur fille perd un enfant, elles peuvent donner à téter à leurs enfants. Voilà. Ça. Non, c'est une histoire assez particulière. Oui. Assez particulière. Alors là, je crois que le docteur a dit l'essentiel. Vous avez un dernier mot, docteur? Oui. Alors, un dernier mot, c'est qu'il faudrait savoir que le sevrage, en fait, doit être naturel, il doit être lent et il doit être progressif. Et il faut savoir qu'en fait, pendant la période de sevrage, en fait, il y a beaucoup de modifications. Il y a des modifications sur le plan nutritionnel qui vont impacter en fait sur l'immunité de l'enfant, c'est-à-dire que le système immunitaire, qui vont impacter également sur la psychologie et qui vont impacter sur la biochimie de l'enfant. Donc il faudrait que ce soit un processus lent et il faudrait le mettre mot en pédiatrie, c'est la patience. Il faut vraiment être patient. Il ne faut pas
La dernière chose, j'ai vécu ça la semaine passée, ne jamais, jamais, au grand jamais, gaver un enfant. Le gavage. Le gavage, non. Lui en donner un peu trop. Non. La semaine passée, il y a eu un drame. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le gavage, c'est le fait de forcer, on va dire, en fait, de forcer un l'enfant enfant à prendre la un bouillie. repas, à prendre Voilà. la bouillie. Il ne faut jamais, jamais gaver. La semaine passée, on m'appelle pour un enfant qui devait arriver me voir et puis on me dit non, on est passé finalement dans une clinique. La maman avait gavé, fausse route, et ce qui devait arriver est arrivé. Le drame est arrivé, l'enfant est parti. Waouh. Donc il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, gaver un enfant. Je sais que c'est dans nos habitudes culturelles de gaver les enfants, mais jamais. Pendant la période de sevrage, ne jamais gaver un enfant. D'accord. C'est très important. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous. Mon lieutenant, sinon mon colonel, Non, mon pardon, colonel. je Mon serai lieutenant-colonel. puni. Je serai puni. Je serai puni. Et je suis d'accord. J'accepte la punition. Alors, mon colonel, merci. Ben, Merci le d'être plaisir, merci à vous. passé dans la parenthèse. Merci. La parenthèse qui s'achève aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés durant toute cette saison. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Entre autres, on a parlé d'allaitement maternel. On a parlé également De la poussée dentaire. de la poussée Oui. dentaire. Voilà. Donc, je crois que vous avez informé nos téléspectateurs sur, on va dire, ces données qui relèvent de la santé de l'enfant. La pédiatrie, c'est un secteur assez intéressant parce qu'on s'occupe des tout petits. Mais c'est passionnant, on s'amuse. On s'amuse, n'est-ce pas? Allez, merci beaucoup, docteur Aïtou Merci. Boton. On se retrouve peut-être pour la 3e saison, sait-on jamais, si Avec vous êtes toujours plaisir. disponible, Je suis toujours disponible pour vous. n'est-ce pas? Ouais. Cette émission va se poursuivre à présent. On reçoit sur ce plateau Monsieur Art. Monsieur Art, c'est Nicanor Kovi qui reçoit pour nous un invité pour le moins particulier. Il a commencé et est devenu aujourd'hui, on va dire quoi? Il est devenu un phénomène de l'humour au Bénin. Je vous laisse découvrir juste après ceci. Nicanor Kovi est déjà sur ce plateau avec moi. Il a misé sur du blanc et du bleu. Nicanor, bonjour et bienvenue. Bienvenue, bonjour à lui parenthésiste, bonjour à tout le monde. Bonjour à toi aussi, Nicanor. Et aujourd'hui, on parle de l'humour. On parle de l'humour bien évidemment, mais d'une forme particulière d'humour, d'un genre, j'allais même dire, particulier d'humour, le stand-up comédie, ou bien tout simplement la comédie seule sur scène. On va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est un genre apparu dans les cabarets américains et français à la fin du 19e siècle. Nous sommes après les années 1950, nous sommes dans les années 60, au plus fort de la contre-culture américaine. Mais l'on prend pour repère une autre pièce qui, elle, date de 1885. Ça s'appelle Les Réformes et c'est de Georges Feydeau, maître du vaudeville français. On pense que cette pièce a été peut-être à l'origine du stand-up, mais véritablement, c'est à la fin du 19e siècle que ce genre a pris son envol. On est dans le Cotton Comedy Club, on est dans Broadway, on est à New York, on est dans les plus grands théâtres du monde. Mais aujourd'hui, ce genre survit malgré tout et il y a des représentants de ce genre partout dans le monde, notamment au Bénin, où Eliphaz excelle tout particulièrement dans le genre. C'est d'ailleurs pourquoi nous l'avons invité sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler du stand-up. Eliphaz, bonjour. Bonjour. Et juste à côté de lui, on salue Bruno Soali, qui est entre-temps est venu très discrètement aujourd'hui. Oui, Sur très la pointe des discrètement. pieds. Sur la pointe des pieds. Bonjour Eliphaz. Nicanor. Bonjour, Bonjour. Mylène. Eliphaz, dites-nous tout. Qui sont les acteurs aujourd'hui du stand-up au Bénin? Les acteurs sont nombreux. Ils sont nombreux. On a les devanciers aussi qui sont là. On a notamment Kokou Yemandje, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui fait partie des précurseurs de cet art-là au Bénin. Nous avons les collègues Chromosome, Pacheco, Baba Femelle, tous ceux qui sont actifs actuellement, qui font le stand-up. Il faut bien le définir, il faut bien y revenir. Le stand-up consiste à briser le 4e mur, Oui. comme on dit au théâtre, pour s'adresser directement Directement au public, oui. sans personnage. Sans personnage. Qu'est-ce que ça change pour un comédien? Ça change un peu de tout ce qui est mise en scène, tout le travail de metteur en scène. Pour ça, on peut s'en passer. Oui. Donc le gars, il vient avec son texte et il présente et il part. Qu'est-ce qui inspire généralement les sketchs à l'origine du stand-up?
Bon, le gars, il part toujours d'un sujet donné qu'il écrit. Et quand il écrit, il vient le jouer et il part. On va regarder un bout d'ailleurs d'un de vos spectacles. C'était Awaga, Jack Bauer Awaga, librement inspiré des événements que nous savons. Oui. On regarde un bout, puis on revient en parler. Enfin, le grand jour. Non, je suis juste joyeux. Très heureux, quoi. On dit que quand tu es heureux comme ça, là, il faut partager ça avec les gens qu'on aime. Je vais partager ça avec mon ami de longue date, mon frère, mon pote, mon gars sûr. Faut que je l'appelle. Ah, ça sonne. Allô? Ouais, mon père. Ouais, je suis basé. La situation est sous contrôle. Non, tu peux même dormir maintenant sur tes 2 oreilles et demie. Parce que nous, on va marcher dans tes pas. Oui. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas un coup d'État, non, pas du tout. C'est juste un réajustement technique des choses. Voilà. Ouais. Ah. Oh, pareil. Tu peux continuer à enseigner la démocratie là-bas. Nous, on gère les combos ici. Allez. Ces événements se déroulent entre 8h et 9h. Non. En temps Ça, réel, oui. pas en temps réel. C'est de 17h à une semaine après. Ah, une semaine. Et de quoi parle cet événement, justement? Du putsch manqué qu'il y a eu au Burkina. Celui de Diendéré. Oui. On était en 2015. 2015. Oui. Mais on est parti des sujets de la vie quotidienne. Oui. Puis la politique s'est invitée dans le stand-up. Est-ce que c'est un genre qui permet d'aborder plus facilement des sujets qui fâchent, des sujets plus graves? Oui, c'est déjà ce spectacle-là, ce n'est pas un stand-up classique parce qu'il y a des gens qui sont intervenus dedans, donc il y a eu une mise en scène, il y a eu beaucoup de choses derrière. Ce n'était donc pas qu'un one-man show? Non, ce n'était pas un one-man show. Maintenant, on s'inspire de tout, en fait. Il y a ceux-là qui sont beaucoup plus inspirés par les faits sociaux, ils n'abordent pas les aspects politiques parce que c'est très risqué et c'est très sensible, mais moi, je m'y plais bien et je travaille sur ça. Que risque un comédien à aborder ce genre de sujet sur scène? Beaucoup de choses. Maintenant, il faut savoir aussi présenter les choses. Il ne faut pas dire les choses de façon terre à terre. Il faut un travail de mise en scène artistique. Oui. De sorte à ce que celui-même à qui est adressé ce message-là, quand il va suivre ça, il va en rire et il va dire, voilà, il y a eu un travail derrière. Ça passe, quoi. Et Eliphaz, mais comment le public béninois accueille-t-il le stand-up? Bien, parce que ce n'était pas un genre très connu au Bénin, mais petit à petit, ça a commencé par prendre. Et je pense que dans les années à venir,
les humoristes vont bien vivre de leur art au Bénin. Et pour l'instant, en vivent-ils? Oui, en tout cas moi, j'en vis. Armana Megan, Oui. voilà, ainsi parlait Eliphaz. Ainsi parlait Eliphaz et ainsi parlera tout à l'heure son portefeuille. On signe un chèque à la parenthèse avant de partir. Ouais, un chèque en blanc, ça, c'est pas un problème. Dis chèque en blanc, ce n'est pas un problème. Oui, chèque à blanc, on veut. On veut quand même. Et pour, oui, Bruno Soili, avant peut-être de laisser Bruno Soili intervenir, Oui. un petit truc comme ça, vite fait, sur le plateau de la parenthèse. Paraît que le Agon est en péril. Oui, à cause du problème de jouer le l'air, ça ne va pas. Faut balancer, jamais. Faut balancer. Dernière fois, à maman et faut mater temps. Ben, faut mater temps et elle veut donner que mina blocus de proximité. Bon, non. Dès que faut mater, un chef de file, ben, faut mater, associé le blocus, ça. Donc, mina blocus, j'ai abandonné. Des blocus, mi maman. Il faut mater les mentons là-dessous. Bon, cadoni. Donc, il aime que tu peux voir l'air. Il doit me apporter plein de contents. Dès que le logo est tombé de chèque, que des bleus n'avaient. Nous, il doit les prier, bloquer, il doit alléluia, 7 son marché. Pendant que il n'est pas alléluia, 7 gonambena bleu 14. Là-bas, on a d'autres prières étant de Dieu. C'était Eliphaz. Est-ce que vous le faites en français? En fond, ça a plus sa quintessence Ceux en qui fond. comprennent pas le fond. En alors. fait, c'est ce que j'allais dire. En fait, je pense que c'est la particularité d'Eliphaz. D'Eliphaz. Il a cette capacité-là à utiliser la langue fond, c'est ça, bien ça, et à avoir, je dirais encore, un lexique un peu, je dirais... Châtié. Vous voyez, les mots comme élème et autres. Donc ça permet véritablement à ce qu'il fait d'être particulier et c'est vraiment intéressant. Maintenant, le stand-up, généralement, je trouve que c'est un genre assez spécial parce que lorsque vous êtes comme Eliphaz, que vous avez voyagé, vous avez eu à le faire au Burkina, au Niger, en République centrafricaine, au Congo et tout ça. C'est une grosse expérience parce que chaque fois que vous allez dans un pays, vous devez vous inspirer de ce qui se passe là-bas. Parce que si vous parlez des faits béninois ou centrafricains en scène, ça ne dit rien à personne. Donc, vous devez aller vous imprégner de l'actualité de là-bas, ce qui se passe. Pourquoi pas même certaines expressions qui sont très familières, très connues là-bas et pouvoir jouer avec. Donc, c'est un gros travail qui se fait à côté. Et vous avez une anecdote apparemment. Oui, pour la petite histoire, quand j'allais au Congo, je suis arrivé, on me dit, tu sais, ici, on ne parle pas politique parce que voilà. Quand tu vas parler politique, tu finis, on t'embarque, quoi. Alors que moi, j'ai préparé un sketch. Purement politique. Purement politique. J'ai pris le soin de prendre l'information sur l'actualité du Congo et tout. J'ai dit, bon, je vais présenter. J'ai présenté le sketch. À la fin, ils étaient tous contents. Ils ont dit, mais tu nous as dit ce qui se passe chez nous. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux de l'opposition, ils étaient tous d'accord. Donc, c'est dans la manière de présenter que... C'est là qu'intervient le travail de l'artiste, finalement. Oui. En tout cas, Eliphaz, on a été ravis de vous avoir sur la parenthèse. Vous ne nous quittez pas. Herman nous quitte-t-il? Pas du tout, il reste... On allait lui demander, est-ce que la maison inondée, finalement, vous avez des solutions? Toujours, il y a solution. Oui. Je suis sur pilotis maintenant. Il est sur pilotis. Il oblige Bruno à bricoler. Alors, Eliphaz, tout ça t'a amené jusqu'au Parlement du Rire? Oui, en 2018 et en 2019. Oui, j'ai fait la saison 6 et la saison 8. Du Parlement du Rire. Raconte-nous cette aventure. C'est un appel à candidature. J'ai postulé, on m'a retenu, je suis allé. Et aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu. Vidi, comme l'aurait dit l'autre. Eliphaz, merci, tu restes avec nous. On va faire un peu de sport avec Bruno Soili. Lexique Sport. Bruno, on parle aujourd'hui de Boxing Day. Oui, on va parler de Boxing Day. Donc, on va prendre la direction
de l'Angleterre pour parler de son foot et cette journée spéciale que tous les férus du football et même ceux qui n'aiment pas forcément le football affectionnent tout particulièrement. Herman, vous n'êtes peut-être pas né un 26 décembre, mais le 26 décembre pour les Anglais représente beaucoup parce que vous parlez du Boxing Day qui est encore appelé le jour des boîtes ou après Noël. C'est un jour férié, donc célébré le 26 décembre. Depuis l'année 1871, dans de nombreux pays anglophones et dans le calendrier liturgique d'ailleurs, il marque la fête de la Saint-Étienne, le premier martyr chrétien, vous le savez bien. La tradition demande donc de faire preuve de charité, de distribuer des cadeaux pour aux démunis, aux plus démunis d'ailleurs, lors de ce jour férié-là, donc le 26 décembre. Mais depuis le début du 21e siècle, le Boxing Day, donc le 26 décembre, fait surtout référence à une journée pendant laquelle de nombreux clients se ruent dans les rues, voilà, on va dire ça comme ça, commerçantes, afin donc d'acheter des vêtements soldés, et ce qui est souvent comparé au Black Friday américain, si vous voulez. On parle alors des soldes de l'après-Noël. Alors, on va revenir sur les origines du Boxing Day. Selon certaines sources, le Boxing Day remonte donc au 15e siècle déjà, mais les origines exactes de ce jour férié sont encore incertaines. Alors, nombreux sont ceux qui célèbrent ce jour sans pour autant connaître les origines exactes de cette fête-là. Alors, on revient donc à l'idée de la charité et des références religieuses au départ. Donc, la première histoire fait référence à une origine religieuse de cette fête. Donc, Saint-Étienne, on l'avait dit, connu comme premier martyr chrétien et choisi par les apôtres pour distribuer l'aumône aux pauvres. Alors, depuis longtemps, cette idée de charité d'aumône est associée au 26 décembre, donc dans les pays anglophones, et se trouve dans la plupart des théories. Elle est aussi présente dans l'un des chants de Noël nommé The Good King Wenceslas, qui raconte l'histoire du roi Wenceslas II de Bohême. Alors, un jour, alors qu'il parcourait cette terre, il vit un homme qui était vraiment famélique et qui cherchait désespérément du bois pour vaincre le froid. Alors, le roi a alors eu pitié de lui et a ordonné à ses serviteurs de préparer un sac dans lequel se trouve de la nourriture à foison et du vin, bien entendu, que Wenceslas lui apporte à main propre. Alors, on va revenir sur maintenant comment ça se passe au niveau du foot anglais aujourd'hui, les 26 décembre. C'est un jour assez spécial parce que c'est le jour où toutes les familles, on l'a dit, les habitants, les citoyens se ruent un peu partout dans les rues pour acheter les vêtements soldés. Mais aussi, il y a un grand programme qui est souvent alléchant pour eux, c'est de se rendre au stade, dans les stades anglais qui sont pour la plupart des stades mythiques, que ce soit Wembley, que ce soit Old Trafford, que ce soit Goodison Park, St. James Park, et sans oublier le stade de Liverpool, Anfield Road. Donc voilà, donc ils remplissent les stades juste pour suivre les rencontres. Donc ce jour-là, ce n'est pas seulement, vous n'avez pas que des supporters dans les stades anglais, mais vous avez aussi des familles. Donc c'est un jour souvent où les joueurs sont surmotivés dans les matchs parce qu'ils n'ont pas que les fans qui sont là, mais aussi il y a papa, il y a maman, il y a madame, il y a les enfants qui sont souvent là. Et d'ailleurs, dans l'histoire, lorsque vous remontez, l'année 1963 a marqué particulièrement le Boxing Day. J'espère qu'avec la complicité de Fenya Danho, nous allons revoir les scores du Boxing Day de 1963. Regardez ce que ça a donné. Blackpool-Chelsea 1-5. Battu à domicile 5-1 et Burnley qui a battu sèchement Manchester United 6-1. Fulham a battu Ipswich. Pas battu, à dynamité là. 10 buts à 1. Leicester, Everton 2-0. Liverpool, Stoke City 6 buts à 1. Et Nottingham Forest, qui était à l'époque le grand club d'Angleterre, face à Sheffield. Gagne une Champions League quand même. Exactement, Nicanor. Face à Sheffield United, 3 buts partout. Alors, il y a eu Sheffield Wednesday qui est aujourd'hui relégué, 3 buts à 0 face à Bolton. West Bromwich Tottenham, 4 buts partout. Et West Ham qui s'incline à domicile face à Blackburn 2-8 et Wolverhampton donc face à Aston Villa 3-3. Donc, on va dire que c'est la magie du Boxing Day. Donc imaginez ce que le Boxing Day a pu donner en 1963, que du spectacle, des buts un peu partout. Arsène Wenger, je crois, ou Ferguson, l'un ou l'autre, il disait
même si vous ne gagnez pas le titre lors du Boxing Day, vous pouvez le perdre. Oui, c'est un jour où tout est possible parce que tous les clubs se subliment en fait, tous les clubs se transcendent sur le terrain à cause de ce que ce jour représente, à cause de l'ambiance, la ferveur dans les gradins, surtout la motivation des parents, des amis, de la famille qui est dans les tribunes. Vous savez, Herman, si vous êtes un joueur par exemple, votre manière de jouer un match devant les fans, ça va être différent si votre femme est dans les gradins. Absolument. Vous n'allez pas vous faire dribbler facilement parce que ça va devenir source de raillerie à la maison pour madame. Un peu comme vous n'allez pas vous faire prendre un peu comme James Miller vous n'allez pas vous faire prendre Nicanor un petit pont ou un grand pont, ça va être compliqué à gérer à la maison. Tu l'as vu le petit pont de Lionel Messi sur James Miller lors de la Ligue des Champions, je crois en 2015, où Pep Guardiola en tribune balance sa paume de main au visage comme pour dire « Oulala, qu'est-ce qu'il vient de recevoir ?» Et la saison suivante, c'est que le petit pont a intégré le ballon de la Ligue des Champions. Voilà. Le ballon de la bande-annonce de la Ligue des Champions. La bande-annonce de la Ligue des Champions. Donc quand c'est devant madame, c'est pas très le petit pont, c'est vraiment le dribble humiliant. C'est humiliant au foot de prendre un petit pont. Donc c'est un peu ça. Quand vous êtes gardien, vous prenez 5 buts ce jour-là. Voilà, vous avez des boudes, etc. Donc c'est un jour où les joueurs sont vraiment surmotivés. Mais le Boxing Day n'est pas que célébré en Angleterre, il est célébré un peu partout à travers le monde, dans les pays anglophones comme l'Écosse, le pays de Galles, l'Australie, l'Irlande également, la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas. Donc, ce sont des pays qui accordent une place importante au 26 décembre, même si dans la célébration, l'approche n'est pas la même, mais on se campe sur l'Angleterre qui est, je dirais, le foyer même du Boxing Day, l'épicentre du Boxing Day, les 26 décembre. Donc, Herman, s'il vous arrive d'être dans un mois de décembre en Angleterre, n'oubliez pas de suivre le mouvement du Boxing Day un 26 décembre. Mais je crois finalement le Boxing Day ne se résume plus aujourd'hui à cette seule journée. Exactement, ça ne se résume plus à cette journée-là. C'est vrai que c'est le jour choisi qu'on appelle Boxing Day, mais aujourd'hui, le championnat anglais a cette particularité-là. Vous savez, dans les championnats du genre, la Ligue 1 en France, la Ligue 1 en Espagne, dans la période des fêtes, vous n'avez pas de rencontre de Liga, vous n'avez pas de rencontre de Ligue 1 ni de Bundesliga. Mais les Anglais, c'est même le mois de décembre qu'ils densifient en termes de programme, en termes d'affiches. On joue tous les 3 jours. Oui, on joue tous les 3 jours. Donc, c'est une période qui est assez éprouvante pour les joueurs, pour le physique des joueurs. Vous jouez le 25, vous jouez le 26, vous êtes là déjà le 27, 28, 29. Vous jouez le 1er janvier. Vous jouez le 1er, le 2 janvier. Donc, c'est une période... vous fêtez au stade, on va dire ça comme ça. En fait, c'est intéressant, fêter au stade. Ils s'amusent. Ouais, ils s'amusent. Fêter au stade Milan, ça te dit? Ils s'amusent pas du tout. Ils méritent le chaleur. Quelque chose qu'ils aiment en période de fête en plus. On jouait les deux ensemble. Oui, si on leur demandait leur avis, tous n'iraient pas au stade. Non, mais après, lorsque vous touchez, c'est pas 150 000 euros par semaine, parce qu'ils sont véritablement payés à la fin de la semaine, on vous vire votre salaire dans votre compte, vous êtes à 150 000 livres. 150 000 livres. Voilà, donc par semaine, ou 200 000 livres par semaine. Donc, si madame aurait voulu passer les fêtes avec vous et que vous décidez de délivrer un match, quand elle voit après le chèque, elle peut se calmer. Bon, mais toutes les fois, non. Eliphaz, qu'est-ce qu'on peut ne pas rejeter pour 200 000 livres à la fin de la semaine? En tout cas, nous... Pour 90 minutes. Dans la Gaune, la Gaune en a besoin. Même, on dit petit livre, nous on est déjà prêt. On dit 200 000. Mais vous avez pleuré l'autre fois lors de votre spectacle. Qu'est-ce qui s'était passé? À la grande réunion familiale. La grande réunion familiale. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était les événements de la famille qui vous ont dépassé, ou l'émotion du soutien de la foule? C'est l'émotion parce que on a fait des spectacles ici, on a eu 5 personnes. Oui, on organise tout et c'est 5 personnes qu'on trouve, mais on n'a pas arrêté, on continue de travailler. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, voilà, on a des frais qui sont sortis pour soutenir ce qu'on fait, c'est énorme. C'est énorme. Tu n'as pas hésité face à l'émotion grandissante. Oui, parce qu'on voit défiler... Bon, Bruno, c'est un peu... Oui, il a dévoilé le secret, puisqu'effectivement, j'ai travaillé dans l'ombre. Je ne sais même pas comment il sait, puisque
J'avais pas voulu qu'il sache. J'ai travaillé avec un ami proche à moi dans la vente des tickets. Mais franchement... Dans la billetterie, ça rapporte? Dans la billetterie. Franchement, la manière dont nous étions sollicités, j'étais à la limite étonné parce que nous étions appelés partout, à Papa, venez au Kodiam, venez au Champ d'Oiseaux, venez à tel endroit, venez à tel endroit. Et donc, nous avons fait le tour chaque fois pour livrer les billets et la salle était vraiment archi comble. Et j'étais content pour toi. Je ne sais pas comment tu sais que j'ai travaillé dans l'ombre, mais bon, c'était... Il voulait faire la maille sur notre dos en entraînement. Voilà, on va remettre encore sur le tapis le vendredi prochain. Oui, vendredi prochain. Oui, la grande réunion familiale 2. Oui. C'est quelque part, c'est quand on n'en dira pas plus. Quelque part dans Semekoudi ou dans Cotonou? C'est Kanji. Dans Semekoudi. C'est Kanji. Dans Semekoudi. C'est quand Semekoudi. Vous avez un terme? Oui. C'est après la pancarte. Il n'a pas suivi tes cours de découpage territorial. Pour cette édition, on parlera beaucoup plus de la course de proximité. Oui. Parce que de août 2019 à août 2020, c'est de ça qu'on parle. De proximité. Allez, cette émission va se poursuivre à présent. Il y a les nouvelles des Béninois d'ici, mais il y a également les nouvelles des Béninois de la diaspora. Vous savez, celle qui s'en charge, c'est Ariane Da Silva. Lorsqu'elle, on va dire quoi, lorsqu'elle met en évidence son satellite, elle repère toujours les radars. Les radars repèrent toujours un Béninois quelque part dans le monde. Et celui qu'elle a repéré pour nous aujourd'hui, Hugo Zanou, il vit en Guadeloupe et il fait aussi la promotion de la culture béninoise. Béninois de la diaspora, dernier numéro de cette saison 2, regardez. Béninois, Béninoises, Mikwabo, vous êtes avec Hugo Zanou pour Daomoun en direct de Pointe-à-Pitre. On va faire quelques pas ensemble et voilà un peu le leitmotiv qu'on peut se donner ensemble, se battre pour notre futur. Donc allons-y. Donc nous sommes au cœur de Pointe-à-Pitre, dans les rues, au cœur de la capitale de l'île de la Guadeloupe, au cœur des Caraïbes. Et c'est un plaisir de vous faire découvrir un petit peu l'architecture, l'atmosphère, les couleurs, l'ambiance dans le contexte ici de la rentrée scolaire. Donc soyez les bienvenus et on va aller se diriger vers la boutique, vers le palier culturel de Daomoun où vous verrez que le Dahomey est arrivé ici. Je pense à Ouida, à Ganvier, à Bomé, Grand Popo, jusqu'à Tangueta, Kandi, Natitangou, Bukumbe, Boykon, Cotonou. Mais vraiment, l'artisanat qu'on a essayé de mettre en valeur ici du mieux qu'on pouvait, sachant que ce n'est qu'un début, eh bien, va montrer vraiment une vraie vitrine sur le Bénin, faire rayonner le Bénin ici. Et ça a beaucoup de sens culturellement, puisque comme vous le savez bien, s'agissant de la diaspora, il s'agit là de partager avec nos frères afro-descendants ici tout ce savoir, cette richesse culturelle qui émane du Bénin, notre beau Bénin. Mikwabo. Concernant le pays, le Bénin, j'aimerais énormément, comme un rêve, y avoir un pied à terre. C'est-à-dire vraiment pouvoir me dire un jour, j'ai une petite maison là-bas, j'ai un carré au pays. Voilà un combat qui me tient à cœur, sachant que c'est vrai, je ne suis pas né au Bénin, je suis né en France. C'est vrai que j'ai découvert le Bénin, que j'ai eu la chance d'y aller, que la culture m'a été transmise beaucoup par ma famille, par mon papa. Et je dirais aussi même par ma maman, de manière très fervente. Elle a le cœur béninois, ma mère. Voilà, c'est un honneur de vous recevoir, chères béninoises, chers béninois, peuple dahoméen, et de représenter le Dahomey, le royaume du Dahomey ici. Je remercie les artisans qui participent au démarrage de Daomoun. La mission propre de Daomoun, d'abord vraiment mettre en avant tous ces artisans, tous ces héros du quotidien, tous ces génies talentueux ou jeunes créateurs en herbe, vraiment prometteurs.
Et puis plus que ça, par de l'art antique, un petit peu qu'on présente à la boutique, on voulait donner l'esprit, montrer l'esprit du royaume du Dahomey, c'est-à-dire rappeler, évoquer bien sûr à des frères qui sont en recherche et en interrogation beaucoup sur l'identité caribéenne. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Les noms de famille ont beaucoup changé avec le temps. Donc dure est la mission pour eux de savoir vraiment d'où leurs aïeux ont pu partir, de quelle origine ils sont. Et on espère avec ce palier béninois ici leur permettre néanmoins au moins de rejoindre et de découvrir le Bénin davantage. Et pourquoi pas, si on pouvait prendre racine, et on se bat pour ça, je suis confiant, très confiant et engagé, faire en sorte qu'ils puissent d'une manière ou d'une autre pouvoir séjourner au Bénin, découvrir, aller à Ouida, aller à Porto Novo, aller à Bomé, aller vraiment découvrir, voir Ganvier, et j'en passe. Il faut quand même noter que la culture guadeloupéenne, forcément, elle est très proche de celle du Bénin. Mais néanmoins, ce ne sont pas les mêmes recettes. Ce ne sont pas les mêmes recettes. Ce qui me manque vraiment ici, vraiment l'igname pilé là, ça me manque. À blanc, ça me manque. À Millau, ça me manque aussi. Et même la petite omelette qu'on fait là le matin au pays, omelette spaghetti, ça me manque. Et pour finir, ici il y a ce qu'on appelle le poulet boucané qui est délicieux. Il y a un sandwich qu'on appelle le bokit qui est très célèbre. Il y a son grand frère qui est plus gros, pain brioché grillé avec dedans on peut mettre jambon, comme ils mettent saucisse, fromage, merguez, steak haché dedans avec du piment sauchien. Ça c'est pas mal du tout. Mais ce qui me manque aussi c'est tchatchenga. Le tchatchenga là, il n'y a pas ici. Donc il y a trop de choses qui me manquent vraiment. Il y a plein de repas, il y a plein de mets béninois, sincèrement, qu'on retrouve qu'au pays. Et c'est en voyageant comme ça, en étant même ici, que je me rends compte que non, vraiment, même si c'est les mêmes ingrédients, ils utilisent ici, c'est pas la même chose. Ça me manque, quoi. Oh, vessime. Eh, tiens. Mao. Donc voilà ce que je peux dire sur les ingrédients. Sur la communauté béninoise ici, sachez qu'il y a beaucoup de Togolais. À Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, il y a beaucoup de Togolais. Il y a aussi forcément une communauté de Béninois. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Tous les Béninois, toutes les Béninoises, tout le peuple dahoméen, de la part de Dahomoun, on tenait à vous dire Enon Tchenoué Kaka, Maouklo. Orabo. Orabo, on est ensemble. Merci beaucoup, on vous embrasse. Et c'est où d'abord? Tout simplement, il y a Tchenmi. Voilà donc tous les Béninois de la diaspora qui sont passés dans cette émission. On dit un merci particulier au président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, M. Romain Dacosta, qui nous a facilité tous ces contacts avec ces Béninois disséminés de par le monde entier. On dit aussi également merci à Ariane Da Silva qui se charge de collecter les données pour nous et à Mohamed Bio qui se charge de les monter. C'est tout un travail d'orfèvre finalement, Bruno. Oui, un travail d'orfèvre. Et j'ai surtout aimé la fin qui a fait un peu le tour de tous les Béninois qu'on a pu découvrir à travers la rubrique Béninois de la diaspora. Je crois que c'est toujours bien de prendre de leurs nouvelles et qu'eux aussi aient pu, par ce canal-là, donner leurs nouvelles aux Béninois, à leurs familles. Et voilà, ça fait du bien de savoir que nous avons des frères un peu partout, à travers le monde. Et qui se retrouvent hein, surtout. Oui, qui se retrouvent. Et quand l'IFA se rend dans chaque pays, il fait l'effort de voir au moins un ou deux Béninois qui s'approchent à la fin de lui. Oui, oui, toujours. Et ils sont fiers, ils sont contents parce que quand tu es dans un pays étranger et tu vois un frère à toi, tu es aux anges en fait. N'est-ce pas? Oui. Et comme l'a dit quelqu'un, il a raconté une anecdote. Vous savez que j'ai toujours des anecdotes à raconter. Il dit qu'il était parti au Japon. À l'époque, rares sont les Africains ou les Noirs africains que vous voyez donc, du côté du Japon. Donc il s'est rendu dans une région très peuplée, dans une ville très peuplée. Et il marchait, il sentait qu'il était le seul noir à la limite. Et il a reconnu un autre noir. Il a vu un autre noir dans la foule. Donc, ils se sont vus. Donc, lui marchait vers lui, l'autre venait, lui, il allait. Donc, l'autre venait vers lui parce qu'il l'a vu. Et lui-même, il allait vers l'autre, alors qu'ils ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève.
Donc, au fil du temps, ils se sont rendus compte que, en fait, chacun venait vers l'autre en réalité. Et quand ils se sont vus, ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais connus, mais ils se sont d'abord enlacés, ils se sont dit, ouais, comment vas-tu, tout et tout. Et c'est après, lui dit, mais comment vas-tu, mais tu es d'où? L'autre lui dit, bah, je suis congolais, lui dit, bah, je suis béninois. Il dit, bah, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, nous sommes tous africains. Et c'est comme ça, il y a eu une grande histoire d'amitié qui est restée jusqu'aujourd'hui. Donc, lorsque vous êtes à l'extérieur, que vous rencontrez, la moralité, c'est que l'un de vos frères, ça fait toujours vraiment chaud au cœur. N'est-ce pas? Ne pas faire comme si vous n'avez pas vu l'autre. N'est-ce pas? Allez, Bruno, cette émission va se poursuivre. On a une petite, non, sinon une grande surprise pour vous. Mylène, quand je dis Toche, ça te rappelle quoi? Ça me rappelle ne me dis surtout pas un Nando ou Cover ou c'est pas. Ah ben, c'est de chez moi et j'en suis fière. Donc c'est Toche, mais on parle de tout le Bénin là. On parle de tout le Bénin, oui. N'est-ce pas? Allez, il y a une dame qui la connaît sur ce plateau, qui a mis en valeur ce patrimoine culturel du Bénin, les richesses culturelles du Bénin. Elle l'a si bien agencé au travers d'une musique. Question pour un champion. Bruno, c'est... Tu n'as pas son nom. Tu seras puni à la fin si tu ne l'as pas. Et c'est Bruno. J'avoue que j'ai pas suivi. Tu sais très bien que Bruno, tu étais discret. J'avoue que j'ai pas suivi. Il était discret. J'ai pas suivi. En plus, il a une belle voix. Voilà. J'ai pas suivi. Donc ça fait fatigue. Le président Agonois peut nous redonner quelque chose? Ça fait fatigue. Regarde-moi ce regard On installe donc dans la rubrique, on va le dire ainsi, une fierté 229. C'est une fierté 229, sinon du 229. Elle, c'est Fatih. Elle nous a laissé un morceau, sinon des morceaux très agréables. Beka de Jésus la reçoit pour nous. Wahala
donc ce morceau Toché, ce très beau morceau qui révèle le Bénin dans toute sa splendeur, qui nous installe dans cette rubrique Fierté 229. Rebecca, bonjour et bienvenue. Bonjour Raymond Amégan, bonjour Mylène Fanon, bonjour Bruno Soilé Bonjour. et bonjour aux téléspectateurs. Très heureux de te retrouver pour le bouquet final, le dernier acte, comme on le dit. Oui, Et, un plaisir partagé. n'est-ce pas? Et à la fin, je vais lancer ma tasse. Je vais faire d'eau et celui qui l'attrape va animer la saison prochaine. Comme on le fait dans les mariages. Ah, c'est comme au Si mariage. ça ne se brise pas avant, bien sûr. Allez, Becca, aujourd'hui, on parle de... Oui, on reçoit une jeune artiste béninoise. C'est sûr que vous avez déjà deviné à partir de cette chanson. C'est une jeune artiste de la musique moderne du Bénin qui, depuis environ 1 an, fait parler de son art. Fatima Kouchekeho, alias Fati, est née à San Pedro en Côte d'Ivoire, où elle a passé toute son enfance. Originaire d'Avrancourt, une commune située à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale du Bénin, elle a découvert sa passion en 1999, l'année où le groupe congolais Makoma a commencé son buzz dans le showbiz africain. Aujourd'hui, elle est avec nous. Elle va nous parler d'elle, elle va nous parler de sa carrière et de ses projets. Alors Fatih, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment tu vas? Bonjour à ce charmant plateau. Bonjour à tous les téléspectateurs. Dans- Super bien. J'espère que vous aussi. Ouais, ça va. Il manque quelque chose de très important à votre présentation. Ah Elle va bon? vous dire. Fatih adore la pizza. Oh non. Si vous la présentez sans le Ah dire, bon? c'est incomplet. Non, mais Elle va c'est vrai. confirmer. Vous offrez une pizza à Fatih, vous avez fait sa journée. C'est comme N'est-ce ça. pas? Ah oui? Juste avant la fin de l'émission. Fatih, le c'est divorce vrai? sera là. Non, mais décidément, mais c'est tout le Bénin entier qui saura que. Ouais, mais vous êtes, Fatih est mort. vous êtes face à la mitrailleuse. C'est vrai que même quand je suis fâchée que quelqu'un vient me présenter Une bonne une pizza. bonne pizza, je souris d'abord. D'abord. La bouffe, c'est la base. Alors, comment Bruno a su que Fatih on aime, l'a dit. Bruno, c'est un très bon ami, très proche. Et Bruno, voilà. attention, ça fait beaucoup. Hein. C'est la Ça parenthèse. fait beaucoup de Hier, proches, hein. c'était, Non, mais il Hier, est, c'était... il Oui. est, invité. Hein. il est apôtre à 16 heures Exactement. perdues, vous le savez. Non, je suis, Sinon, à 16 heures retrouvées. je suis ami à Fatih. Je la visite. Ah, d'accord. Oui, je la Mais visite. Mylène, tout à l'heure, il était ami à Eliphaz. Oui. Hier, il était ami à Combat. Oui, pour Ami les Combat. chapeaux Bibi. Non, Ah, mais ça fait beaucoup. Il a bon cœur, donc il a beaucoup d'amis. N'est-ce pas? Alors, Fatih a découvert la musique en 1999. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, les débuts. Était-ce un rêve d'enfant ou bien une passion réellement? J'avoue que de mon enfance, ni moi, ni personne ne pouvait deviner que j'allais être un jour sur scène, parce que j'étais très timide, introvertie, il faut le dire. Je pouvais exprimer mes joies, mes peines à travers des chansons que j'interprétais parfois peut-être sous la douche, à la cuisine, en faisant le ménage, à l'école et tout. Quand en 99, justement, pour revenir à ça, j'ai découvert le groupe congolais Makoma, à travers Nathalie Makoma, leur lead vocal. Cette dame, sans forcément comprendre le lingala, m'inspirait un truc très profond que j'avais envie de vivre avec elle. Et c'est comme ça que je me suis mise à interpréter petitement ces chansons. Et en passant par les interprétations au lycée et tout, jusqu'à ce qu'en 2005, je vienne au Bénin. Je vais essayer de raccourcir un tout petit peu en rencontrant des arrangeurs, des chœurs au studio, sur les scènes live. En 2014, finalement, je sors mon premier single, Toché. Toché, qui a connu un très grand succès. Merci, et c'est d'ailleurs grâce à chacun de vous ici. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci à l'ORTB qui a mis en lumière cette chanson-là. Récompensé, je crois, au Bénin Top 10. Oui, meilleure vidéo, meilleur artiste espoir en 2014. D'accord. Alors, en 1999, quand vous avez commencé, comment les parents ont accueilli cette nouvelle? Il faut avouer que je suis issue d'une famille très compréhensive. On n'impose rien, mais on essaie de te suivre quand même dans ce que tu fais, histoire de ne pas te laisser dérailler. Mais c'était pour eux une sorte de bon, Vimiton Jean Diran, elle, c'est son passe-temps. Mais on sait que Fatima à la maison, c'est la petite qui est tout le temps en train d'écrire quelque chose, peut-être l'avocate en devenir, la journaliste en devenir. Ils avaient ça en esprit.
Mais il se disait que bon, avec la musique, elle peut arriver à atteindre son objectif. Ça se passait bien, on ne m'encourageait pas, mais on ne me décourageait pas non plus. Voilà, je vivais ça pleinement, sans que ça n'ait un impact négatif sur mes études. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure de la journaliste en devenir. Vous êtes animatrice aussi, hein? Non. N'est-ce pas? Non, pas encore, pas de profession. Ok, d'accord. J'ai étudié la linguistique sur le campus, donc ça m'a permis d'avoir quelques petites astuces, de notions qui me permettent quand même de faire des choses un tout petit peu bien. Présentatrice d'événementiel, ça vous dit? Pourquoi pas? J'aime bien toucher à tout. J'aime bricoler, tout. J'aime toucher à tout. D'accord. Alors, une femme dans le milieu du showbiz, de la musique, ça ne doit pas être forcément facile. Comment ça se passe pour la femme qui est dans le milieu? C'est clair que c'est pas facile. De toutes les façons, rien n'est facile. Mais quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où est-ce qu'on va, on essaie de se fixer des objectifs et on essaie de ne pas surtout oublier ses valeurs, ses principes et tout. C'est pas facile pour les personnes qui partagent notre environnement premier parce que pour la parenthèse justement, j'ai ma petite sœur hier qui me disait « Écoute, il y a longtemps, nous on sait que tu n'es plus pour nous seuls. » Donc c'est pas facile, mais c'est un monde bien quand même. D'accord. Alors parlez-nous de votre premier single. Mon c'est premier quel single, titre Tochi. déjà? Tochi. Sorti Comment en ça a 2014. fait le buzz? Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Il faut avouer que quand je sortais Tochi, c'était pas dans l'intention de faire du buzz. Moi, je suis née en Côte d'Ivoire et nous savons... Un pays de buzz. Un pays de buzz. Un pays de buzz. Oui, Un pays de buzz. dans le temps, nous pouvions dire que la Côte d'Ivoire, jusqu'aujourd'hui quand même, est le carrefour culturel de l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons tous que ce pays-là a vécu et continue de vivre d'ailleurs des tensions sociales et politiques. Et moi, je l'avais vécu d'une manière ou d'une autre. Je sais ce que c'est que d'entendre les crépitements d'armes. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que de se coucher à même le sol. Pour éviter... Voilà. Pardonnez. Et donc, quand je suis venue au Bénin, j'ai constaté tout de suite ce calme qui règne ici. On pouvait aller et revenir sans être intercepté. Je ne sais pas comment dire, mais c'était ça. Et j'ai dit, mais attends, dans la sous-région, quand même, il faut dire que le Bénin est un exemple de paix sociale. Et il faut attirer l'attention de nos compatriotes sur cette grâce-là que nous avons, de leur rappeler que c'est un héritage qu'ils ont reçu et qu'ils vont nous transmettre et que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants. Et à côté de ça, c'était une autre façon de dire, voilà, vous êtes chichement habillés en tenue locale, on est tous beaux ici. Il fallait rappeler que nous avons des choses à promouvoir, à vendre. Donc, c'était comme ça que cette chanson-là m'est venue. D'accord. Alors, parlez-nous maintenant de vos collaborations. On connaît Fatih avec Cécimé, Fatih également avec Petit Candia. Comment ça se passe, les collaborations? Tout va bien. C'est un devoir que de collaborer entre frères et sœurs. Parce que plus on est ensemble, on va vite, on va loin et on grandit. Donc, collaborer avec Cécimé, avec d'autres artistes... en tant que choriste, en tant que lead et tout, pour moi, c'est une manière de mettre en avant notre drapeau national et je suis contente de le faire quand même. Super. Alors, le dernier clip de Fatih, c'est Mpenzi. Cela remonte à un an. C'est pas le dernier? Non, le dernier, c'est l'avant-dernier. Alors, le dernier, c'est quoi? de corriger parce que Bruno a toutes les informations. C'est l'assistant du manager. Le dernier, c'est quel morceau? Baby Boy. Mais l'avant-dernier, ce dont on est en train de parler maintenant, c'est Mpenzi. On va regarder, non, n'est-ce pas? Oui, on va regarder en bout de Mpenzi.
Voilà, donc c'était à l'instant Mpenzi. Oui, Mpenzi. Alors le prochain, c'est quand? Ben, le prochain, en promotion, c'est le titre Aïcha. Aïcha qui figure sur mon album sorti en décembre dernier, l'album Toute une vie qui est disponible. On va fermer la parenthèse. Donc, dans la parenthèse. Oui. Aïcha qui essaie de donner du courage à toutes les femmes qui ont souffert d'une violence quelconque, d'accord. Aïcha pour se relever et se reprendre à nouveau, tout simplement. D'accord, vous composez vous-même, c'est bien ça? Évidemment. L'inspiration vient quand, comment Je m'inspire de mes extrêmes joies et de mes extrêmes tristesses, pardon. Donc Aïcha, par exemple, est venue d'une extrême tristesse. Mpenzi est venu d'une extrême joie, vient danser extrême joie. Toche, extrême joie. Bon, voilà. En clair, ça vient de vos émotions, Oui. de vos états d'âme. Et vous savez, vous communiquez souvent ces émotions à travers un son, une chanson, on peut facilement savoir qu'est-ce qui était derrière, quelle est l'émotion derrière quand l'auteur composait. J'ai pour habitude de dire que ma musique est le reflet de mon âme, tout simplement. Oui, c'est bien dit, bien pensé. Mais là, on aura droit, on est des privilégiés, n'est-ce pas? On aura droit à un a cappella. De Aïcha? Oui. Aïcha est une belle jeune femme, amoureuse, elle a souffert dans l'âme. Elle a aimé, oui, aimé de toutes ses forces. Oh mon Dieu, c'est le péché qu'elle a commis. Le temps n'a pas pu guérir ses blessures. Et désormais, elle s'accroche à son travail, dans l'espoir de se voir apaisée par un bon secret gardé dans son cœur. Mais toi, ignorant de toute son histoire, de tes mots, tu l'as conduit à l'abattoir. Par ce chant, je viens te demander, et si c'est ta sœur qui passait par là? Aïcha, relève-toi. Aïcha, non, ne les écoute pas. Aïcha, relève-toi. Aïcha, tu es spéciale. Voilà. Bravo. Là, c'est une déception amoureuse, hein, c'est bien ça? Oui, il faut le dire parce que je suis une femme. J'ai déjà passé mes 25 ans et c'est clair que, n'étant pas encore mariée, Bruno cesse d'envoyer le regard inquisiteur. Cesse d'envoyer le regard du pasteur. Non, c'est bon. mais ça ne veut pas dire que je continue de vivre cette déception-là. Je suis passée à autre chose, d'accord? Évidemment. Et donc, à travers Aïcha, j'invite toutes les femmes à se dire que déception amoureuse ou réussite sentimentale, ce n'est pas une fin en soi, mais il faut pouvoir aller au-delà. C'est plutôt ça la vie, hein, les hauts et les bas. Ça nous apprend, ça nous forge. Et elle est statique aussi, elle est dynamique, pardon, aussi. La vie n'est pas statique. Voilà, oui, Tout comme Fatih d'ailleurs, qui est très ouverte d'esprit. Merci. Quand vous discutez avec elle, elle est vraiment ouverte et elle vous permet, enfin, elle aime les échanges d'idées en fait. Elle n'est pas quelqu'un qui est petite d'esprit, elle est vraiment ouverte et quand vous discutez, elle vous permet même de mener des débats dans un domaine qu'elle maîtrise mieux que vous et elle sait reconnaître certaines choses que vous dites qui sont positives et je crois que c'est une grande personne. N'est-ce pas? C'est une grande personne. Les grands esprits sont ceux qui sont ouverts. Oui, les grands esprits sont ceux qui sont ouverts. Oui, bien sûr. Merci. Sinon, les grandes personnes sont celles qui sont ouvertes d'esprit. Voilà. Becca, de Jésus, on s'en arrête là. Oui. N'est-ce pas? Et ce sera la dernière fierté du 129 à découvrir pour le compte de cette deuxième saison de La Parenthèse. Tout à fait. N'est-ce pas? Elle reste avec nous? Oui, elle reste. Elle reste avec nous, n'est-ce pas? Pour la suite de cette émission, et ce sera tout à l'heure, juste après les annonces et communiqués. Communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. Il est revenu au ministre de l'Économie et des Finances la recrudescence du phénomène de rejet de pièces de monnaie et billets de banque émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, au motif que les pièces de monnaie sont altérées, lisses, auraient perdu leur éclat ou que les billets de banque sont froissés et ne seraient plus valables. Cette situation a entraîné des incidents dans plusieurs localités où des transactions
transactions entre agents économiques n'ont pas pu se dénouer. Le ministre de l'Économie et des Finances tient à rassurer les populations que les pièces de monnaie lisses ayant perdu leur éclat ou mutilé et les billets de banque froissés émis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ont toujours coût légal et pouvoir libératoire sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les pays de l'Union monétaire ouest-africaine. Ils ne peuvent donc pas être refusés dans le cadre des transactions économiques. Le ministre de l'Économie et des Finances rappelle aux populations détenant des pièces de monnaie mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage, qu'elles peuvent procéder à leur échange gratuitement au guichet de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En tout état de cause, le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UEMOA est puni par les tests en vigueur. Ceci est un communiqué du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégées, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à... 6% de protection, ce soir y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Ça y est, c'est parti pour la promo rentrée 2020. Écoles, librairies, bibliothèques, acteurs et institutions intervenant dans l'éducation, c'est votre aubaine. Du 5 septembre au 5 octobre 2020, bénéficiez de 30% de réduction sur nos prestations. Infoline 69 70 55 55. Promo rentrée 2020, c'est maintenant ou jamais. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu... Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter. Ça prouve que votre émission est suivie. Parce que nous sommes corrects, très corrects en affaires et ce sera gagnant-gagnant. Entreprise, particulier, promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Vous désirez connaître les bons plans du moment. Le seul canal incontournable, c'est Quoi acheter. Prenez pas le rendez-vous télé des bonnes affaires. Et soyez visible sur l'ORTB tous les mardis à 21h et les mercredis à 12h30. Infoline 66 29 60 60. Quoi acheter? Le bon réflexe achat. Les relations amoureuses à distance, est-ce possible? Est-ce qu'on peut y arriver? Il est en France, il est aux États-Unis, il est en Guadeloupe, il est en Suède, il est en Norvège. Je suis au Bénin ou peut-être je suis en Côte d'Ivoire ou au Togo. Est-ce qu'on peut entretenir cette relation de sorte à la nourrir efficacement pour qu'un jour nous puissions fonder un foyer comme cela s'entend? En tout cas, on fait le débat ce matin sur, sinon dans la parenthèse.
Et ils sont restés avec moi, Bruno Swali, Mylène Fanon et Fatih, qui peut-être aura des anecdotes, sait-on jamais. En tout cas, tout ce qui sous-tend Aïcha, on va le dire peut-être subtilement. On ne sait jamais. Et il nous a rejoint le parenthésiste, le plus parenthésiste des invités. Des invités. Attitré, finalement. Oui. C'est quelle histoire, ça? Puisqu'il a sacrifié à la tradition. Bien sûr. Le bisoutage, il a subi. Oui, j'ai subi le bisoutage. J'ai pris goût. C'est la première fois qu'on prend goût à un bisoutage. Sauf que ça doit s'achever aujourd'hui, comme c'est la DER. Il y a un autre rituel qui se passe quelque part à la cantine. Oui. On vous dira. On vous dira. Quelque part à la cantine. C'est quelque part à la cantine. Déjà que c'est à la cantine, j'en ai une idée. Et c'est notre estomac qui aura le dernier mot. Voilà. D'accord, c'est compris. Djibril Bousso, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, en tout cas, ça me fait plaisir de te voir si bien habillé. Et ça me rappelle les gens de l'Ouémé Plateau, quelques amis aussi, donc qui aiment bien la fête, surtout les week-ends. Merci Djibril, vous êtes superbement bien habillé aussi. Merci. Allez Mylène, tout de suite, on attaque par toi, pour ou contre les relations à distance? Je suis pour. Pour? Oui, pour. Bon. Parce que je me dis, le plus important déjà dans une relation, c'est d'avoir des bases vraiment solides. Et quand on a eu à traverser toutes les étapes qu'il faut et que les bases sont bien posées, on peut laisser notre conjoint, notre petit ami un peu loin de nous pendant un moment. C'est bien possible. Et ce moment, c'est combien de temps? Ça dépend de ce pourquoi il a voyagé ou elle a voyagé. Et quand déjà, ça devient 5, 6, 7 ans, pourquoi pas. Et quand vous êtes avec un conjoint qui... Mais il faut qu'il descende de temps en temps, surtout ça. Un conjoint qui fait 2 mois au Bénin, 6 mois en France ou 1 an en France, il revient, 2 semaines, il repart. Tout le temps ainsi, c'est possible? Si on s'était déjà entendu sur ça dès la base, oui, je peux. C'est bien possible. Fatih? Oui, moi je suis pour. Il y a un adage qui dit que ce n'est pas la distance qui sépare les gens, mais c'est le silence qui sépare les gens. Donc pour la rejoindre, il faut beaucoup communiquer, définir les bases de votre relation et faire en sorte que les voyages soient en tout cas fréquents dans votre relation. Moi je pense que ça peut aller. Bruno Swali, avant de lui poser la question, non, on ne dira pas tout. Ouais. On dira pas tout. Non, mais on connaît déjà son point de vue. On connaît déjà on ne connaît pas son point de vue, mais on connaît un peu ce qui se passe. Bruno, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre les relations à distance? Non, a priori, pour moi, on ne peut pas poser la question si quelqu'un est pour ou contre, parce que pour moi, ce n'est pas une option. Un couple ne peut pas décider à la base que, bon, écoute, nous allons vivre à distance, bon, écoute, nous allons vivre ensemble. Ce sont les contraintes de la vie, des circonstances de la vie qui peuvent amener un couple à vivre dans des situations géographiques distantes. Après, pour ou contre, c'est facile de dire oui, mais ça dépend de tout ce qui entoure le couple. Si c'est une relation homme-femme, c'est facile de dire oui, mais quand ça implique des enfants, c'est pas facile de dire oui, parce que là-bas, les conséquences, les implications sont plus grandes. Et à ce niveau, on ne saurait dire oui automatiquement comme ça, parce que si vous êtes femme au foyer, vous avez des enfants avec le monsieur, c'est pas évident que si on vous demande une relation à distance pour vous compte que vous disiez tout de suite oui, parce que vous savez ce que c'est que les charges, éduquer les enfants, sans une figure de père à côté, c'est toujours une autre paire de manches. Pareil pour l'homme aussi, vous ne direz pas tout de suite oui. Donc pour moi, ça dépend du type de relation dans lequel vous êtes en fait. C'est à base de cela que vous pourriez peut-être opter pour une relation à distance ou une relation rapprochée. Djibril Bousso, quel est votre avis sur la question? Il y a des circonstances qui nous amènent d'une manière ou d'une autre à vivre des relations à distance. Est-ce que vous opteriez, allais-je dire, pour cette relation si vous avez le choix? Non, si j'ai le choix, non. Moi, je suis d'abord surpris que... Bon, pas très surpris. Moi, je suis très surpris. Surtout Mylène, moi je suis surpris, disons qu'elle ait dit oui, et spontanément en plus. Parce que pour moi, il y a deux choses qui tuent les relations amoureuses, il y a l'espace et le temps. Pour les exemples que moi j'ai connus, c'est plus facile pour les femmes d'attendre
un homme. Mais l'envie de voir ailleurs est très grande pour les hommes quand il y a la distance, quand on est loin. C'est vrai qu'on dit loin des yeux, près du cœur, mais en réalité, loin des yeux, loin du cœur. C'est la triste... c'est la triste réalité, parce que peut-être maintenant, avec la technologie, on arrive au moins à faire des vidéos, à se parler. Il y a quelques années, il n'y avait pas de vidéos, mais je vous assure, en la matière, les hommes utilisent beaucoup de manœuvres dolosives, c'est-à-dire on va vous tromper, on va vous rouler dans la farine, et malheureusement, certaines femmes sont naïves. Donc et surtout quand c'est une relation naissante, c'est très dangereux. Imaginez une jeune dame ou une jeune fille qui a attendu, qui a cru naïvement que, disons, le monsieur veut s'engager avec elle, qui a attendu peut-être 4 ans, 5 ans pour des raisons, peut-être que le monsieur allait à une formation ou bien c'est pour une promotion, elle a nourri tout son espoir sur ce monsieur-là. Franchement, ça fait mal. Surtout pour les femmes, ça fait mal. Et moi, je dis, les femmes, moi, je suis souvent très admiratif de leur fidélité, de leur ténacité pour pouvoir attendre. Alors que pour les hommes... Mylène, je veux d'abord répondre à monsieur Boussou. Non, tu ne vas pas répondre. Ce ne sera pas du tac au tac. Est-ce que ce n'est pas plus facile de s'en débarrasser en griffe quand c'est pas encore une relation, on va dire, officielle, ce n'est pas encore une relation sanctionnée par, on va dire quoi, un acte, soit un acte de mariage, ou lorsque la relation n'est pas très avancée, c'est juste une question de copinage et tout le reste. Oui, bien sûr, c'est bien possible, parce que là, on peut dire en quelque sorte que rien n'est établi. On n'est pas mariés, on n'a pas vraiment d'engagement l'un envers l'autre. Donc, vous l'aviez dit, plus encore quand c'est au début de la relation, on ne maîtrise pas vraiment celui qu'on a en face de soi. Donc là, on peut se dire, l'autre, il est de l'autre côté, je suis ici. Mais au fond, qu'est-ce qu'il en est? C'est pas évident que ça marche. Un cas concret. Vous venez de vous rencontrer il y a 1 an et demi ou 2 ans. Vous faites la marche ensemble, vous avez promis de vous marier. Tout à coup, monsieur ou madame obtient une bourse et s'en va aux États-Unis. Est-ce que vous continuez la relation? Alors que vous ne savez pas combien de temps monsieur ou madame fait avant de rentrer. Combien de temps va durer vraiment la bourse? Parce que c'est une bourse qui est renouvelée à chaque fois au mérite. Oui, la plupart du temps, on se jette d'abord. On dit d'abord oui, on va le faire. Mais c'est au bout de combien? D'1 an ou de 2 ans? 2 ans, c'est déjà trop pour les hommes. Et je vais revenir à vous, monsieur Boussou. C'est déjà trop. C'est déjà trop pour les hommes. Donc, on se lance d'abord et puis... On avise après. Oui. À la suite, on se dit, ben là, je peux pas, et puis bon, on laisse après. Et la plupart du temps, monsieur Boussou, qu'est-ce qui se passe? Le truc, c'est quoi? Je sais pas, c'est plus, il y a déjà inscrit dans nos têtes à nous, femmes. Comment est-ce que ça se passe? Vous voyez tout ce que la société vous accorde comme, je sais pas, comme privilège et autres. L'homme, vous êtes par exemple pour la polygamie, ou je me trompe? Mais bien sûr. C'est ça, exactement. Un homme un monsieur qui plus tard est polygame, déjà dès la base, ça se remarque. Un monsieur, pas forcément. La plupart du temps, ça se remarque. Combien d'hommes on aura là aujourd'hui qui diront, ben voilà, moi je suis avec... ils ne le disent même pas. Je suis avec Madame Fati et rien que Madame Fati. Arrête de me regarder comme ça. Mademoiselle Fati et rien que Mademoiselle Fati. C'est inscrit dans notre tête. Le monsieur qui voyage et qui même a des relations de l'autre côté, ben, on sait déjà que c'est bien possible qu'il peut le faire. Et ce n'est pas pour autant se dira, ben voilà, il est parti, donc on laisse tomber. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Donc pour ça, on dit oui, c'est bien possible d'avoir une relation à distance. Fatih, est-ce que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, si vous le voulez, les relations à distance non sanctionnées, sinon qui ne sont pas sur le socle d'un engagement, on va le dire ainsi, ne finissent toujours par en vrille. Au bout de 6 mois, 1 an, il y a l'un ou l'autre des partenaires qui démissionnent. Ça peut arriver. Mais vous savez, l'acte de mariage ou non, c'est pas une fin en soi. Parfois, on se marie et on divorce. Parfois, on se marie, mais on est ensemble sans amour. Et parfois, on peut avoir notre homme ou notre femme près de nous, mais sans qu'on ne soit vraiment ensemble. Donc, tout est une question de communication, de vibration. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes près l'un de l'autre? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes loin l'un de l'autre? Et qu'est-ce que vous vous dites? Et
Comment est-ce que vous arrivez à mettre en pratique ce que vous dites? C'est par rapport à tout ça qu'on va juger de s'il faut se séparer au bout de 6 mois ou pas. Mais il faut dire qu'il ne faut pas vivre d'illusions. D'accord? Quand on parle, il faut beaucoup regarder ce que la personne fait pour savoir qui est-ce qu'elle est. Voilà. Et on va dire quoi? Comment ne pas céder à la tentation? Parce qu'on le sait, il arrive de ces moments où vous êtes tenté. La tentation vient vraiment chez les hommes. Ça se Oui, passe là, vraiment ce plus n'est pas une question de stigmatisation. Ce n'est pas une question de stigmatisation. Ce n'est pas une question de stigmatisation. On ne peut pas faire, on est sur un plateau, on ne peut pas faire de la fixation et dire que la tentation est beaucoup plus forte chez l'homme. Enfin, du point de vue médical, rien n'a prouvé que l'homme, scientifique, rien n'a prouvé que l'homme est plus tenté que la femme. Donc, je pense que si la tentation ici est assimilée aux envies sexuelles, on en a tous, autant hommes qu'on est, autant femmes qu'on nous soyons, on en a tous. Donc, on ne peut pas tout de suite peindre un genre pour dire que donc c'est vous. Si vous permettez, moi je me dis tout simplement que quand on aime, mais vraiment, on a de la continence, on a de la réticence, c'est-à-dire on a de la retenue, merci. On sait se maîtriser. Ça ne veut pas dire que la tentation ne vient pas. Mais quand on aime vraiment, on sait qui est-ce qu'on a dans la tête et qui est-ce qu'on a dans le cœur. N'est-ce pas? Bruno Soali, sur la même question. Ouais, on le sait, hein, comment appelle-t-on les relations sexuelles dans le couple, d'ailleurs on en a parlé, c'est un besoin physiologique et ça aide aussi à consolider une relation. Lorsque vous en êtes sevré, comment il faut résister? Déjà, c'est pas simple, c'est vraiment très compliqué lorsque vous en êtes sevré, surtout si vous aviez un rythme, enfin une vie sexuelle assez rythmée et que voilà, du coup, c'est subitement, je dirais, vous en êtes sevré. C'est un peu compliqué, mais je pense que Fatih vient de dire quelque chose de très important. La décision d'être fidèle ou de ne pas céder à la tentation, je pense que c'est d'abord dans la tête, c'est aussi moral et c'est aussi du point de vue du respect de l'engagement du respect que vous avez, pour l'engagement que vous avez avec quelqu'un. Si vous ne respectez pas l'engagement que vous avez avec votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez facilement couper les ficelles, vous pouvez facilement faire l'irréparable. Donc c'est ça, l'amour que vous avez pour l'autre, le fait de décider, c'est surtout ça, décider vraiment, parce que si vous n'avez pas décidé, c'est pas simple de résister sur la durée et c'est vraiment compliqué. Maintenant, il y a aussi la manière dont votre relation à distance se vit. Ça peut déterminer si vous serez beaucoup plus faible au moment de la tentation ou fort au moment de la tentation. Parce que si la manière dont vous vivez votre relation à distance, elle est en griffe morte, donc c'est très facile de s'attacher à quelqu'un d'autre. Mais quand, même à distance, vous êtes présent dans la vie l'un de l'autre, d'accord? C'est-à-dire que la relation est vraiment existante parce qu'on n'a pas assez de temps, on allait revenir sur qu'est-ce qui fait véritablement vivre une relation. C'est tout un ensemble, d'accord? C'est tout un ensemble qui fait... C'est bien de le dire, on n'a malheureusement plus assez de temps. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait vivre une relation. Et donc, quand vous êtes à distance, si ces ingrédients sont toujours présents et que vous avez la présence véritablement du conjoint ou de la conjointe dans votre vie, donc à ce moment, le risque de tomber dans la tentation est moindre. Mais quand... ces ingrédients-là ne sont pas là, la communication ne passe pas trop, c'est les disputes à n'en point finir, vous ne partagez pas grand chose. Franchement, c'est compliqué de résister parce que dans le même temps, vous avez quelqu'un qui physiquement est à côté de vous, qui semble être la personne idéale, qui vous apporte beaucoup plus que votre conjoint en termes de présence dans votre vie, en termes de soins, en termes d'attention. À ce moment, ça devient compliqué pour vous. Oui. Djibril Boussou, pour finir, pour clore la discussion sur les relations à distance, comment faut-il s'y prendre? Ce que je voudrais dire, si je pourrais donner un conseil, si c'est vraiment, disons, des relations naissantes, surtout pour les jeunes couples, je ne conseillerais pas, disons, plus d'1 an. Moi, j'ai vécu une expérience où je suis allé à l'étranger pour une formation, mais 1 an après, je suis revenu. J'avais pas trop de moyens, mais je suis revenu
prendre mon épouse parce que à des moments donnés, vous vous dites non, ça je peux pas tenir. Non, sérieux. Si vous voulez, êtes revenu la chercher. Je suis revenu la chercher. J'ai trouvé la parade qu'il faut. Je suis revenu la chercher. Là, j'ai la conscience tranquille. Moi, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que dans ce genre de relation, la belle famille joue un grand rôle. C'est-à-dire, si vous avez une belle famille qui vous entoure, qui vous fait oublier que votre homme ou bien que votre femme n'est pas là, rien que pour le respect que vous avez pour cette belle famille-là, vous arrivez à résister. Ça vous aide un peu à supporter, à avoir de la retenue. Mais si vous êtes seul, un jeune couple, franchement, l'envie de voir ailleurs, elle est très forte. On n'a pas assez de temps, sinon, il a évoqué un aspect très important, l'âge du couple. Parce que ça dépend, enfin, un mariage, c'est des saisons en fait. Absolument. Ça dépend de la saison que vous êtes en train de traverser. Il y a des saisons plus sensibles, moins sensibles, et des saisons où vous êtes complètement établi, où bon, là, on peut se J'ai connu des gens qui ont connu leur vie brisée à cause de ça, qui ont fondé leur Djibril, espoir. merci. Je crois que chacun pourra se faire un avis sur la question, les relations à distance. Ça, il va de la sensibilité de chacun, de l'expérience surtout de chacun. Je vous l'ai dit, c'est la dernière saison, la dernière émission, le dernier numéro de cette deuxième saison de votre émission, La Parenthèse. 5 sur 7 reprend droit de cité lundi. Ils reviennent le 21 septembre. Regardez. Aujourd'hui, d'animation, c'est un film dans lequel on voit des personnages qui sont des dessins à qui on insuffle la vie. On les voit prendre forme dans un univers, on les voit mener des actions, on les voit interagir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des dessins à la base, dessins qu'on fait sur papier, mais qui arrivent à parler, qui arrivent à interagir, qui arrivent à faire transmettre de l'émotion. Nous vous amenons dans une salle de jeu pour tester ensemble un casque de réalité virtuelle. Il y a de très bons plats là-bas, typiquement africains, c'est-à-dire des plats qui conditionnent votre physique. Comme quoi? Herman vous le dira. La légende raconte que c'est du fait de leur alimentation qui est vraiment riche en glucides. Et lorsque vous voyez la consistance de ce que nous appelons notre pâte de maïs par ici, c'est que la teneur... L'ORTB, pas sans vous. Du lundi au vendredi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans 5 sur 7 matin. Dans les prochains mois, nous nous occuperons encore de votre bien-être, de votre santé. En nous exerçant à préserver notre environnement, notre cadre de vie. De l'économie à la culture. En passant par l'éducation, la littérature, les sports. L'info la vraie, nous vous la servirons dans les JT Matin. L'info, c'est aussi la revue de presse. 5 sur 7 matin, les chroniques intemporelles pour votre plaisir à la télé. 5 sur 7 matin, c'est aussi sur le www.ortb.bj. L'ORTB, pas sans vous. Le quiz, le tout dernier, Fatih, vous restez avec nous. Ces 5 petites questions pour déterminer un grand champion. Aujourd'hui en jeu, Djibril Boussou. Je sais que ça va vous faire plaisir. Ta tenue. Ça au moins c'est du Ma tenue, oui. Là, vous le déshabillez en public, en direct. direct. Pour le prochain gagnant, l'équipe gagnante, je ne suis pas sexiste, je ne suis pas... nudiste. Non, sexiste, je veux dire. Je ne suis pas dans l'approche genre, mais on va faire les deux dames contre les deux messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est démocratique, hein? C'est démocratique. Pas de souci. Qui suis-je? J'espère que vous allez résister, chères dames, chers messieurs. Qui suis-je? Chanteur, danseur, chorégraphe, auteur, compositeur, interprète, acteur et réalisateur américain, né le 5 mai 89 à Tappahannock, en Virginie. Tappahannock, voilà, en Virginie. En 2013, je recense un total de 9 millions d'albums dans le monde entier. C'est bien sûr de la musique. Et environ
35 millions de singles. Ma chaîne YouTube est également l'une des plus regardées dans le monde. Mes clips vidéo cumulant au total près de 3 milliards 500 millions de vues et se classe numéro 9 mondial au 30 décembre 2012. À la suite de la médiatisation de mon affaire de violence contre Rihanna, j'annonce via Twitter que j'arrêterai ma carrière après la sortie de mon 6e album, mais reviens finalement sur ma décision. Ma fortune est estimée à environ 50 millions de dollars. Je suis également propriétaire de 14 restaurants de la chaîne de restauration rapide. Je suis Chris Brown. Bravo. Je suis Chris Brown. Qui suis ou que suis-je à présent? Je suis situé sur l'île de Liberty Island, au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson et à proximité d'Ellis Island. J'ai été offerte par les Français en 1886 pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine et en signe d'amitié entre les deux nations. J'ai été inauguré le 28 octobre 1886 en présence du président des États-Unis, Grover Cleveland. La statue de la liberté. L'idée vient du juriste et professeur du Collège de France, Édouard Laboulaye, en 1865. Le projet est confié en 1871 au sculpteur français né à Colmar, Frédéric Auguste Bartholdi. Voilà un des monuments les plus célèbres de la ville de New York et célèbre l'état de non-dépendance. Je suis la statue de la liberté. Bonne réponse pour Bruno. Qui suis-je? On reste toujours aux États-Unis. Je reçois une éducation de navigateur qui acquiert un solide bagage cartographique. Je suis également influencé par les récits de Marco Polo sur la Chine et le Japon. En conséquence, je pense pouvoir atteindre l'Orient en suivant une route par l'ouest. Je voyage en Méditerranée pour le compte de maisons de commerce génoises. Après avoir plaidé ma cause sans succès auprès du roi Jean II de Portugal, je me rends en Espagne en 1485 et monte une expédition Vasco de Gama. Mauvaise réponse, une expédition financée par les rois catholiques. Le vendredi 12 octobre 1492, après 2 longs mois de mer, je pose le pied sur une île de Bahamas. Sinon des Bahamas, je suis considéré comme celui qui a découvert l'Amérique. Je suis Christophe Colomb. On est à 2-1. 2-1. D'accord. Que suis-je? Je suis situé aux États-Unis d'Amérique, en Californie, au sud de San Francisco. Je regroupe de très nombreuses entreprises de haute technologie. J'ai été le berceau de la révolution électronique en informatique. On peut y trouver les sièges de grandes entreprises qui opèrent dans le monde entier comme Apple, Adobe Systems, Google, HP, Yahoo, ainsi que les prestigieuses universités de Stanford et Berkeley. Mon nom, lui, vient de silicium, un matériau très utilisé en informatique. Je suis la Silicon Valley. Bonne réponse pour Djibril. On est à 2 partout. Et à présent, c'est le Money Time. On est dans le Money Time, sinon le tie break. C'est le tie break à présent. Que suis-je? Je suis le plus grand monument jamais construit par l'homme, que ce soit en longueur, en surface et en masse. Que je sois devant nos yeux. Non. Pardon? Muraille de Chine, construit par l'homme. Que je sois devant nos yeux ou seulement en photo, je finis toujours par bluffer. Je suis un énorme rempart, un ensemble de fortifications parcourant des milliers de kilomètres. Je prouve à quel point l'empire du milieu est organisé, tenace et travailleur. Je suis inscrit depuis 33 ans dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je suis l'un des monuments les plus visités au monde et explique en partie la popularité du tourisme chinois. Je suis, bonne réponse pour Bruno, la grande muraille de Chine. Bruno, un grand match, comme toujours. Comme depuis le démarrage de cette saison, on est à présent. 2 indices construits par l'homme et le plus long. Le plus long, 2 indices. Ouais, c'est vraiment, c'est un long chemin. Bruno, c'est la fin. On lui prend la tenue ou pas? Bruno, c'est la fin. Bon. On lui fait grâce. On lui fait grâce. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés depuis le démarrage de cette aventure. Ça a été un pur bonheur de vous retrouver chaque matin et de rester en votre compagnie entre 7h et 8h30. Et aujourd'hui, oui, on a un peu poussé le bouchon. Oui, c'est parce que c'était très intéressant. En tout cas, nous avons pris du plaisir en votre compagnie. Nous, y compris mes chroniqueurs Bruno Swali, Mylène Fanoum, Rebecca Kendiaondé, Ariane Da Silva, sans oublier Nicanor Kovi et Jocelyne Senahon, la Kwapato en chef. Oui, ça a été un pur bonheur d'être en votre compagnie tous les matins. L'aventure s'arrête aujourd'hui pour cette saison. Oui, c'est fini pour la 2e saison. On se retrouvera sans nul doute, Inch'Allah, pour la 3e saison de votre matinale La Parenthèse. On remercie toutes les équipes techniques qui se sont succédées du côté de la régie, sans oublier les 2 indéboulonnables et indétrônables. Il s'agit de Daniel Ada au son qui est resté durant tout ce mois et demi d'émission, et également
le maître d'orchestre Feni Boris Adanho. On remercie tous ceux-là qui sont restés dans l'ombre pour nous soutenir, la direction générale, la chef des programmes depuis son coin et nous suit et nous supervise, Annick Ballet. Merci à toutes et à tous. La parenthèse saison 2 s'achève ici et maintenant. On se retrouve très prochainement. D'ici à là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, nous n'existons pas. Retrouvez lundi dans cette position Ricardo, Loïc Pécou et Serge Senandé Ayaka pour la prochaine saison de votre matinale 5 sur 7 matin. On espère avoir comblé vos attentes. Si vous avez aimé, bien prenez déjà le prochain rendez-vous de 5 sur 7 matin. Au revoir et à la prochaine saison. Retrouvez-nous déjà Bruno, Mylène et moi, Rebecca Kendiaoundé sur le rendez-vous de midi. C'est tout à l'heure à partir de midi.